Bonjour, bonjour. Alors, je suis Virginie Bertrand, graine de joie, et je fais une série d'interviews pour mettre en lumière des hommes inspirants, des hommes en marche, des hommes qui viennent nous parler de leur parcours en tant qu'hommes et voilà, comment chacun à leur image prennent leur place en tant qu'hommes dans le monde d'aujourd'hui. Je suis super heureuse d'accueillir Cyril Dupuis aujourd'hui. Bonjour Cyril. Bonjour. En direct du Costa Rica. Voilà, on a quelques heures de décalage. Pour toi, c'est 10 heures du matin et pour moi, c'est 17 heures là aujourd'hui. Donc, un grand merci pour Cyril pour ton élan de, de venir témoigner de ton histoire, de témoigner au travers des messages que tu as envie de faire passer aujourd'hui au travers de cette interview. Et puis, bah, écoute, je vais Mhm. passer assez rapidement la parole, peut-être pour te présenter d'abord, Cyril. Voilà, comment Ok, te présenter, qui tu es. Voilà, je te laisse la parole. ok. Ben voilà, donc je m'appelle Cyril, ça fait 28 ans donc, que je vis au Costa Rica, je suis papa de quatre enfants. Je suis luthier, donc je fais des instruments de musique ici au Costa Rica, des harpes et des percussions. Et je fais aussi de la musique avec ma femme qui est pianiste. Et voilà, et aujourd'hui je suis très honoré de pouvoir partager cet espace avec toi pour partager un petit peu voilà, mon expérience vis-à-vis de cette approche qui, je crois, touche de plus en plus de personnes, hommes et femmes aujourd'hui, de comment pouvoir assumer cette masculinité qu'on appelle sacrée, ou la masculinité tout court aussi, hein, Ouais, complètement, complètement. parce que c'est bien. Est-ce que tu as envie, Cyril, de nous partager un peu toi, ton parcours, qui est aussi un petit peu atypique, hein, et voilà, nous dire qu'est-ce que toi tu as traversé comme dans ton expérience de vie et qui fait que tu en es là aujourd'hui. Et voilà, ça va nous permettre de lancer un petit peu je dirais l'interview et puis on va voir comment ça va rebondir en fonction en Ok. fonction de ce que tu vas ce que tu vas nous Ok. partager. Bon, donc en fait, c'est pas du tout anodin. C'est vrai que mon parcours n'est pas classique, on va dire. Euh, et donc je vais faire vraiment un tout petit résumé de ce parcours-là et pourquoi aujourd'hui je peux me permettre, on va dire, de témoigner par rapport à l'avènement de ce masculin sacré qui aujourd'hui s'impose en fait, hein, tout simplement, de plus en plus, hein. C'est-à-dire que autant l'homme que la femme a aujourd'hui besoin de revenir vers sa pleine divinité. Et, euh, et donc ça passe par cette assimilation du masculin sacré, entre autres, notamment aussi du féminin sacré, parce on a tous ces polarités euh, en soi. Donc voilà, donc en fait le résumé est très simple. Je suis né donc avec un cœur d'adulte qui est 5 fois plus gros que le cœur d'un bébé à la base, donc avec une déformation, la cage thoracique. Euh, Ça m'a amené à vivre une mort clinique le jour après, à rester un an interné à l'hôpital en observation, en pensant que j'allais avoir très peu d'espérance de vie. Et puis, bon, alors c'est déjà, on va dire, commencer la vie sur les chapeaux de roue, quoi. Euh, euh, et puis, alors, ce qui pourrait peut-être paraître bizarre pour certains, c'est que je me souviens vraiment de tout ce qui s'est passé. Et à l'âge de 8 ans, j'ai commencé à expérimenter des voyages dans les étoiles, en fait, pendant 4 ans. Donc, je partais tous les jours dans les étoiles de manière volontaire pendant 4 ans et totalement consciente. Et, donc, j'ai énormément assimilé, on va dire, de connaissances au travers de cette expérience, en fait. Euh, Pour les gens qui écoutent, est-ce que tu peux préciser ce que ça veut dire ces voyages dans les étoiles? Quel type de choses tu as pu expérimenter? Parce que c'est tellement atypique quelque part, et surtout à cet âge-là. mhm. Bon, ben, alors, en fait,
Euh, Tout simplement, ça a commencé un petit peu de manière très, on va dire, presque normale pour un enfant. J'avais pas envie d'aller à l'école un jour. Et donc, j'ai fait croire à mes parents que j'étais malade. Et, et donc, en fait, l'idée, c'était qu'ils partent en fait de la maison pour aller voir le Club Dorothée à la télé. C'était vraiment mon seul but à la base. Et en fait, je me suis dit, OK, je vais devoir attendre qu'ils partent tous les deux pour donc aller devant la télé, écouter deux fois la porte se refermer. Donc, ma mère part, mon père part, donc je peux y aller. Et quand j'écoute ces deux fois-là, la porte se refermer, je me dis à moi-même que peut-être que l'un des deux a oublié quelque chose, en fait, et qu'il serait peut-être mieux de rester dans mon lit une quinzaine de minutes pour être sûr qu'ils aient rien oublié, et puis après me donner cette liberté. Et en fait, il se trouve que durant ce laps de temps, euh, euh, dans un premier temps, en relation avec les dessins animés que je regardais, j'ai cru que j'étais un super-héros. Et j'ai voulu donc, en y croyant vraiment, euh, soi-disant utiliser mes pouvoirs de super-héros, puisque les super-héros ont des super-pouvoirs. Donc, je me suis dit à moi-même que j'avais le super-pouvoir de créer quelque chose, en fait, dans la matière. Et notamment une corde, en fait, qui était en lien avec un jouet qu'on m'avait offert le jour avant. Donc, un Kinder Surprise avec un petit singe qui descendait sur un monocycle, une petite corde. Donc, je m'étais dit à moi-même que j'avais le super-pouvoir de créer cette corde, en fait. Et j'avais commencé 3 ans auparavant des cours d'arts martiaux. On va dire que la base des arts martiaux, c'est vraiment le focus et l'énergie. Enfin, il y a un travail d'énergie et de focus très important, notamment dans le judo, puisqu'on utilise l'énergie de la personne qui nous attaque pour se défendre. En fait, c'est pas un art martial qui est fait pour attaquer, sinon pour se défendre. Et donc, il y a vraiment cette notion d'énergie. Et j'ai donc euh, utilisé ces deux notions-là pour concentrer toute mon énergie à créer cette corde-là. Et il se trouve qu'au bout de quelques minutes, mais vraiment, j'ai pas laissé une seule seconde le doute que je ne pouvais pas y arriver. Et au bout de quelques minutes, donc, il y a une myriade d'étincelles qui apparaît entre mon œil et le coin de la commode, à l'intérieur de laquelle apparaît, à la suite de ça, la petite corde, en fait. Donc là, waouh, pour moi, c'est la révélation. Je suis presque sûr que je suis un super, enfin, je sais pas, je suis sûr que je suis un super-héros à 3000%, avec des super pouvoirs. Et puis, passer le moment de l'émerveillement, en fait, je continue à rester dans mon lit, en fait, et je me dis à moi-même que je voudrais, en fait, je ferme les yeux. Et en fermant les yeux, je vois mes poumons qui respirent, en fait. Et donc, c'est comme si mes poumons, en fait, ils étaient suspendus dans l'air et puis qui respiraient, tout simplement. Et à côté des poumons, de mes poumons, il y avait un tube d'essai qui était fermé de deux côtés, avec une petite bille à l'intérieur qui montait et qui descendait comme ça, qui avait à peu près ce rythme-là, avec la particularité que à chaque extrémité, il y avait toujours un petit temps de pause avant de repartir dans l'autre sens. Et donc, en observant ça, je me dis à moi-même que ça serait peut-être bien de pouvoir adapter ma respiration au rythme de cette petite bille, et c'est ce que je fais. Et à partir de là, au bout d'un moment, comme tout enfant, je commence à m'ennuyer au bout d'un certain moment, et je décide d'ouvrir mes yeux. Et donc, la séquence que je vais euh, décrire est très, 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 très rapide, en fait. Donc, j'ouvre mes yeux, je suis à 15 centimètres du plafond de ma chambre. Et là, je sens que j'ai pas ouvert mes yeux, mais que j'ai ouvert mon œil. Je sens que je suis une sphère. Je sens que je suis derrière moi. Je me retourne, je me vois dans le lit. Et là, je sens l'infini. Et j'ai vraiment peur. Et je me dis, OK, je n'irai pas plus loin que mon plafond. Sauf que j'étais hors de mon corps et je commence à expérimenter. Je comprends en fait que je peux transcender la matière tout simplement. C'est-à-dire que je peux passer au travers des murs, des plafonds. Mes parents avaient un appartement de plusieurs étages. Et donc, je m'amusais à aller vraiment dans toutes les pièces de l'appartement. Alors, inutile de vous dire que ça renforce encore plus l'idée que j'étais un super-héros. Euh, et puis, au bout d'un moment, il y a une petite voix qui me dit de revenir dans mon corps, en fait, parce que si je passais trop de temps hors de mon corps, après, je n'aurais pas la possibilité de pouvoir revenir dans mon corps. Euh, Tout simplement parce que les fluides
vitaux, en fait, marchent au ralenti. Et si on, on allonge trop le temps hors du corps, en fait, eh bien, le corps, lui, ne parvient pas à subsister. Et du coup, c'est comme un peu une sorte d'hivernation. Et du coup, en revenant dans mon corps, cette petite voix me dit que si j'ai voilà, la volonté de vouloir revivre ça, il faut que j'en parle à personne, en fait, pas même à ma mère, et que je ne mette pas de limite la prochaine fois. Donc, mais pendant 15 jours, j'ai qu'une idée en tête, c'est je suis un super-héros. Et donc, c'est Cyril va au tableau à l'école, c'est dans ma tête, je suis un super-héros. À la maison, c'est Cyril met la table, et dans ma tête, c'est je suis un super-héros. Enfin, j'ai vraiment qu'une seule pensée. Et du coup, 15 jours après, s'offre à moi cette possibilité de nouveau. Et là, bien entendu, je n'avais parlé à personne, et je n'ai pas l'intention de mettre de limite comme il m'avait été indiqué. Et donc, je sors de mon corps de nouveau et je sors donc ben, de l'appartement de mes parents. Je vois notamment Toulouse, là où je suis né, puis le Sud-Ouest, la France, l'Europe. Et puis, je comprends bien que euh, euh, on s'éloigne l'un et l'autre, c'est-à-dire la Terre et moi, on s'éloigne petit à petit jusqu'à voir cette petite bulle bleue dans l'univers, on va dire, très jolie. Et là, je me retourne et sans en avoir l'intention, je suis projeté dans l'univers. C'est-à-dire que ben, je pars dans l'univers à une vitesse fulgurante, tellement rapide que toutes les étoiles se transforment en fils de lumière, un peu quand on prend une photo et qu'un point lumineux devient un fil, en fait, sur la photo. Et ce processus s'est accéléré, c'est-à-dire que plus la vitesse a été rapide, en fait, et plus les fils de lumière créent ben, littéralement un tunnel de lumière. Alors, j'avais vraiment aucune intention de vivre ça, et encore moins de savoir où j'allais. Et au bout d'un moment, je m'arrête devant une nébuleuse, en fait. Et la nébuleuse, à ce moment-là, me dit bienvenue, Cyril. Et à ce moment-là, il y a. Alors la première sensation, c'est vraiment de sentir le même amour et la même sécurité que je ressentais quand j'étais dans le ventre de ma mère, quand j'étais un fœtus. Donc, je me sentais vraiment sécure et j'avais aucune peur, en fait. La seconde sensation, c'est, ou même, c'est pas une sensation, c'est le second entendement, on va dire, intrinsèque, sans vraiment l'intellectualiser, c'était de comprendre que j'avais accès à toutes les réponses de toutes les questions. Et accessoirement, euh, l'idée du super-héros, c'était tout simplement dissoute par l'expérience que je venais de vivre. En fait, c'était juste trop, trop quoi. C'était déjà trop beau. La nébuleuse en soi, enfin toute l'expérience était vraiment merveilleusement beau. Il y avait cette sensation d'amour infini, d'amour qu'on appelle universel en fait, infini. Et voilà, cette notion de super-héros n'avait plus lieu d'être en fait, vraiment plus lieu d'être en fait. Et, Quelque part, c'est donc, aussi une innocence qui, à un moment donné, t'a permis d'avoir accès à ça, quoi, cette expérience. mais en fait, oui, parce que j'ai jamais, on va dire, eu la volonté de vivre ces deux expériences-là, donc la première et la seconde. Et oui, il y avait vraiment cette innocence. Et puis je pense aussi que le fait de vivre une mort clinique à ma naissance, en pleine conscience, de vivre reclus dans cette bulle de verre pendant un an, en pleine conscience, voilà, j'avais déjà transcendé beaucoup de peurs dans ma vie et j'avais plutôt tendance à l'époque, à cet âge-là, à 8 ans, de vouloir vivre, de croquer la vie à pleines dents, quoi, en fait. Mm. Donc, c'était une expérience de plus. Mm. Mais là, c'était quand même, ça dépassait toutes mes expectatives, en fait. Tu m'étonnes. Euh, et du coup, à partir de là, en fait, le premier apprentissage que je reçois, c'est que donc, automatiquement, je me mets à faire des questions, Mm. je reçois des réponses. Et le premier apprentissage que je reçois, très rapidement, lors de cette expérience-là, c'est fais des réponses pertinentes pour recevoir fais des questions pertinentes pour recevoir des réponses pertinentes. Donc, en fait, je comprends que
si j'arrive à faire des réponses pertinentes, je recevrai des questions. Je me trompe. Oui, Si j'arrive à faire des questions pertinentes, je recevrai des réponses pertinentes. Et en fait, si vous voulez, quand on m'a dit ça, en fait, j'ai compris que la qualité de ces réponses-là et de ces questions allait m'amener à comprendre plus rapidement mm, l'endroit où j'évoluais. mm, Et donc, je me suis essayé à faire des questions pertinentes. Et au bout d'un moment, il y a cette petite voix qui vient de nouveau à moi, qui me dit, reviens dans ton corps, le timing est passé. mm, Et elle me donne un protocole, en fait, très court, très mm, simple, euh, pour pouvoir revenir quand je veux dans les étoiles, en fait. mm, Sauf que là, je reviens dans mon corps, et après cette expérience merveilleuse, en fait, ben, j'ai qu'une idée en tête, c'est de revenir le plus rapidement possible dans les étoiles. mm, Alors, il faut savoir que cette expérience-là, littéralement, nous draine, en fait, énergétiquement parlant, et qu'il m'a fallu donc 24 heures pour retrouver mon taux énergétique initial. Et une fois que je l'avais retrouvé, une fois que j'ai senti que euh, que j'avais de nouveau mon énergie vitale, on va dire, au top, eh mm. bien, je suis reparti le lendemain en utilisant donc protocole en fait. Et de là, c'est 4 années où j'ai voyagé dans les étoiles tous les jours. Mm. Voilà. Mm. Ah, je pense Alors, que c'était pour- c'était important de mettre des mots ouais, dessus parce que c'est tellement, tellement étonnant et atypique, en plus à cet âge-là, enfin, et en même temps, à cet âge-là, avec cette ouverture de tous les possibles, en fait. mm, Voilà, c'est cette innocence de, ouais, j'ai accès à ça. Mm. ouais, après, c'est vrai que euh, moi, enfin, j'avais pas de point de Comparaison. comparaison. Bien sûr, bien sûr. Ouais, Pour moi, c'était presque, normal. Ouais, il y avait quelque chose de normal. Ouais, ouais, c'était naturel en fait. ouais. Euh, c'est ça. Je sais pas si c'était normal, mais en tout cas naturel. Mm. Euh, et donc voilà. Donc au cours de ces 4 années, j'ai assimilé énormément de connaissances. Mm. Qu'est-ce que ça veut dire assimiler des connaissances? Ça veut dire qu'on reçoit des connaissances qu'on expérimente en fait. Mm. Et ce n'est pas seulement lire un livre et recevoir des connaissances, sinon c'est vraiment expérimenter la connaissance. Mm. Euh, donc je donne toujours le même exemple en général. Euh, Assez rapidement, lors de ces expériences, je me suis rendu compte que euh, il y a deux polarités qui font tourner cet univers, basiquement. C'est l'amour avec un grand A et la peur. Mm. Tout ça est chapeauté par l'amour universel, en fait. Mm. Et pour pouvoir expérimenter cette connaissance-là, j'étais confronté à devoir ne pas avoir un seul gramme de peur Mm. devant un monstre juste énorme, géant, et devoir rester vraiment ancré Mm. à 3000% dans cet amour avec un A majuscule. Ce que j'ai réussi à faire donc, et là je me suis rendu compte euh, que la peur avait peur de l'amour, Mm. avec un grand A. Mm. Ça, ça a été, ça a été, j'avais pas forcément peur avant ça, Mm. puisque j'avais déjà expérimenté la mort, savoir que la mère de toutes les peurs, c'est le vide en fait. Mm. Euh, et moi, comme j'avais déjà expérimenté la mort, en fait, j'avais déjà expérimenté cette sensation de vide, en fait, cette sensation de. Et puis, sincèrement, avec à la naissance, j'avais pas cette appréhension vis-à-vis de la mort. Par contre, tout ce qui est vivant, je dis bien tout ce qui est vivant, est conscient de sa propre existence et donc va automatiquement tout faire pour subsister, voilà, il y a automatiquement la conscience d'un instinct de survie qui surgit lorsqu'on prend conscience de sa propre existence. Mm. Donc, ouais, ça m'a ouvert vraiment encore plus le champ des possibles et surtout comprendre que, en fait, dans le vide, il y a toutes les possibilités, en tout cas, euh, le- le- l'échantillon des possibilités beaucoup plus ample, en fait.
puisque lorsqu'on est dans une zone de confort, cette zone de confort est limitée par nos peurs, et donc l'échantillon des possibilités est beaucoup plus réduit. mm, Et lorsqu'on apprend à apprivoiser ce vide-là, eh mm, bien, on a un éventail des possibilités qui est vraiment beaucoup plus grand. Et en mm, général, les possibilités auxquelles on a accès quand on se jette dans le vide sont celles qui correspondent vraiment à l'appel de l'âme, en fait. mm, Et donc, c'est beaucoup plus aligné, en fait, avec ce que l'on doit vivre, en fait. mm, Euh, donc, c'était très important. Je voudrais revenir, et donc, je pense que là, j'ai fait le tour par rapport à cette introduction. mm, Et pourquoi aujourd'hui, on est ensemble, en fait, donc la masculinité. Euh, L'apprentissage dans les étoiles se fait au travers de visions. On peut donc apprendre une vision de deux manières, soit de manière synthétique, c'est-à-dire de regarder la vision dans son ensemble, et de manière instantanée, en fait, on assimile l'essence de la vision, mm, ce que comporte l'enseignement de cette vision. Ou on a aussi une autre possibilité qui est d'appréhender la vision de manière analytique. Donc, on va à l'intérieur de la vision, et là, on va vers la graine qui a donné lieu à un événement, qui lui-même a donné lieu à un autre événement, et ainsi de suite, jusqu'à donner lieu à cette vision-là. Donc, en fait, on a vraiment un entendement, on peut avoir un entendement aussi analytique, et vraiment comprendre l'enchaînement, en fait, de plusieurs événements qui donnent lieu à cette vision. Il y a une vision qui m'a, qui m'a touché particulièrement, c'est la souffrance, en fait, euh, qu'a dû vivre, en fait, le féminin, ici sur Terre, en fait. Et c'est vraiment, mais juste incommensurable, tout simplement. On parle d'une souffrance qui se vit encore, d'ailleurs, depuis des générations et des générations, depuis des siècles et des siècles, depuis des millénaires et des millénaires. C'est juste incroyable, en fait. Il faut vraiment, vraiment, vraiment euh, pouvoir avoir euh, on va dire, oui, cette distance que l'on peut avoir dans les étoiles pour pouvoir observer cette souffrance dans son ensemble et en prendre conscience. mm, Donc, à partir de là, euh, j'ai bien entendu compris que cette souffrance était infligée par le masculin et j'ai fait un rejet du masculin. mm, Et je me suis identifié vraiment au féminin. Surtout que j'avais pu aussi expérimenter euh, des vies passées que j'avais vécues en tant que femme. mm, Donc, vraiment, je, je ressentais dans mes cellules, si on peut le dire comme ça, mm, cette souffrance-là. Et donc, à partir de là, j'ai grandi en tant qu'adolescent, préadolescent et adolescent et jeune adulte, en rejetant vraiment en bloc le masculin. mm, Et à dire que ben, je n'avais pas on va dire, de, d'amis hommes. Toutes mm, mes amies étaient des femmes. Et je m'entendais beaucoup mieux avec les femmes, je les comprenais super bien. mm. J'arrivais même à me confondre, on va dire, dans le paysage, qu'elles en oublient qu'il y avait un homme parmi elles, et donc pouvoir, on va dire, vraiment ouais, être participe en fait de ce qu'est voilà, comment les femmes perçoivent les choses, comment les femmes échangent entre elles, tout Ouais, tu te ça. baignais Moi, complètement dans le féminin, quoi. carrément. Et, euh, et moi, pour moi, ça, c'était une victoire en fait. Mm, De pouvoir savoir qu'elles avaient cette confiance en moi et qu'elles mm, avaient cette liberté de pouvoir s'exprimer en tant que femme sans avoir d'appréhension par rapport à ma présence. mm, Ça, c'était vraiment une victoire pour moi. mm, Euh, et puis, il faut bien dire que on grandit et l'essence même de la masculinité, c'est l'ancrage en fait, mm, c'est la sécurité. mm, Et j'ai pu outrepasser tous les obstacles, on va dire, apprentissages que la vie m'a mis dans ma condition humaine, en fait. Euh, euh, Parce que justement, j'avais quand même reçu un gros bagage dans les étoiles ouais, et j'avais une conscience qui me permettait on va dire, de surfer relativement facilement sur tous ces événements. mm,
Mais il est clair qu'au bout d'un moment, l'ancrage de mon masculin est devenu, c'est imposé à moi. mm, C'est-à-dire que il m'a été offert dans les étoiles, dans ces expériences-là, de pouvoir, oui, voilà, de pouvoir faire des missions. mm, Donc, j'ai accepté de les faire. Et la première, j'ai pu la faire sans vraiment avoir le besoin d'ancrer ce masculin. Mais la seconde, elle ne peut se faire qu'autrement, en fait. Il fallait vraiment que je fasse ce travail-là. C'est très intéressant parce qu'en fait, ça correspond aussi à un moment charnière de l'évolution de cette humanité dans laquelle cette génération euh, prend conscience en fait de la nécessité de devoir incarner ce masculin sacré et le féminin sacré aussi, mm, autant pour l'homme que pour la femme. mm, Euh, et donc, on va dire que tous les événements se sont alignés pour que petit à petit, je fasse la paix avec ce masculin et que je puisse euh, l'accepter. Alors, pour tout vous dire, c'est grâce à ma femme, en fait, que j'ai pu le faire, en fait. C'est-à-dire que mm, quand j'ai rencontré ma femme, la première chose qu'elle m'a dit, et qui est une personne que je connais depuis des milliers d'années, mm, et avec laquelle on a vécu tout le temps le même apprentissage, en fait, eh bien, elle est revenue avec ce même apprentissage. Cyril, il faut que tu assoies en toi ce masculin sacré. Et, j'ai bien vu qu'en fait, c'était asseoir ce masculin sacré, qu'à ce travail euh, là, en fait, euh, comment dire en français, c'est pas que ça légitime, c'est pas légitimer la relation, mais en tout cas, ça assoit la relation. C'est-à-dire mm, que ça, ça, ça donne, en fait, il y a qu'à partir de ce moment-là qu'on peut faire ce qu'on a à faire en tant que couple, en fait. Très important. Et du coup, ben, grâce à elle, j'ai donc, bon, j'avais déjà plus ou moins euh, compris qu'il fallait le faire, mais j'avais énormément de difficultés à concevoir ce que c'était le masculin sacré, en fait. mm, J'avais énormément de difficultés à le concevoir, en fait, hein, tout simplement. Et il se trouve que les événements durant les 4 dernières années, 3 dernières années, euh, m'ont amené à de plus en plus comprendre ce qu'était le masculin sacré et surtout comment ancrer ce masculin sacré en moi. mm. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta compréhension aujourd'hui à travers les expériences que tu as pu vivre ces dernières années? Euh, voilà, qu'est-ce que c'est pour toi concrètement ce masculin sacré et quelles ont été peut-être tes étapes pour réancrer ce masculin à l'intérieur de toi? Mhm. Basiquement, moi, j'ai toujours eu la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Mm, mm, Et j'ai vraiment eu du mal, vraiment, vraiment eu du mal. Ça a duré plusieurs années à atterrir. Euh, et si je devais résumer cet ancrage-là, en fait, ça m'a permis vraiment d'atterrir euh, dans, dans toute ma, on va dire, dans toute ma présence, en fait. Je mm. dirais Ton même dans toute ma incarnation, splendeur. pleine Ouais, incarnation. voilà. Mm, Euh, ouais. C'est vraiment, vraiment, ça a été ce travail-là. mm, Euh, Il y a eu plusieurs événements. Je crois qu'en 2015, il y a quand même eu un événement assez important qui a été l'initiation avec le Vipassana, qui m'a mm, permis de... Alors, ça pourrait paraître paradoxal parce que c'est quand même une méditation transcendantale, enfin très profonde en fait. Mais ça m'a vraiment amené déjà à, à pouvoir accepter et à pouvoir avoir un recul sur tous les événements qui se passaient autour de moi et en moi mm, de manière beaucoup plus objective en fait. mm, Donc ça a quand même mis de l'eau un peu sur le feu, on va dire. mm, Ça m'a permis d'être beaucoup plus en paix mm. euh, et, euh, Et peut-être et aussi puis d'être... en présence ici et maintenant.
pleinement incarné en fait dans tes sensations, dans ton corps, et une forme de détachement Complètement. par rapport aux événements qui peuvent se dérouler dans ta vie, quoi, en fait, c'est ça. Complètement. Mais même si ce travail avait été fait, j'avais des gens qui m'accompagnaient. J'avais entendu 2 ou 3 fois le fait, les gens me disaient, mais tu sais, Cyril, ouais, il faut que tu t'ancres en fait. Il faut que tu t'ancres. Et j'arrivais pas forcément à comprendre en fait ce que ça voulait dire en fait. Mm. Franchement, j'arrivais pas à conceptualiser qu'est-ce que ça voulait dire s'ancrer en soi. Et pourquoi? En fait, j'ai compris ça le jour où j'ai compris qu'en fait, littéralement, je le répète, j'avais la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. C'est-à-dire que je n'étais pas ancré avec la terre en fait. Mm. Je- je- j'étais j'étais comme presque, on va dire, je sais pas, presque un zombie, quoi, parce que je marchais sur Terre, mais j'étais pas sur Terre, en fait. J'observais ce qui se passait, je savais bien que c'était dramatique, en fait, quelque part, parce que c'est dramatique, hein, faut dire les choses. Ce manque d'amour, ce manque de compassion, euh, cette violence, euh, l'auto-boycott que s'inflige chaque être humain et l'humanité en général, c'est dramatique. Et donc, j'avais plutôt tendance à vouloir me reconnecter à la source, en fait, constamment. Sauf que et c'est pas anodin d'avoir choisi, parce que j'ai choisi de revenir ici sur Terre, hein. Faut savoir que j'ai choisi, c'est un choix délibéré. J'aurais pu avoir, j'aurais pu laisser mon corps, en fait, et transcender cette enveloppe corporelle, en fait, pour mais continuer mon chemin dans d'autres plans existentiels. Mais en ayant fait ce choix-là, mais quelque part aussi, je devais accepter cet ancrage-là, en fait, et que surtout, les missions que je devais accomplir ne pouvaient se faire autrement que par cet ancrage-là, en fait. Donc, je me suis rendu compte euh, que nos aïeux, en fait, c'était des gens de la Terre, en fait. C'était des gens de la Terre et des gens qui étaient connectés à la Terre, des gens qui vivaient avec la Terre, des gens de la Terre, en fait, qui étaient connectés au cycle de la Terre et qui savaient très bien qu'ils étaient, alors c'est une expression qu'on dit ici au Costa Rica, dans les mains de Dieu. C'est-à-dire que s'il y avait une tempête à telle époque de l'année et que leur récolte en était affectée, eh bien, ils avaient peut-être moins de récoltes, mais ils avaient encore des graines. Et bon, il y avait peut-être un peu on va dire, un moment de disette, en fait, mais euh, ils continuent à avoir la foi, ils continuent à être connectés à cette terre-là, en fait. C'est ça l'ancrage, en fait. L'ancrage, c'est ça, en fait. L'ancrage, en fait, c'est de pouvoir se connecter au cœur de la terre, en fait, en conscience, et de pouvoir, avec humilité, euh, créer cette synergie entre la terre et nous. C'est super important, en fait. Très, très, très important. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai compris que notre génération, depuis 2 générations, en fait, parce que c'est assez récent dans l'histoire de l'humanité, cette humanité s'est déconnectée de la Terre, en fait. Et qu'aujourd'hui, Ils sont ou en partout. tout cas, pardon? Je dis, ça me fait des frissons partout, ce que tu dis que c'est les 2 dernières générations se sont déconnectées de la Terre, en fait. Mhm. Et donc, oui, qu'on a donc promu l'idée il était bien mieux d'être quelqu'un assis derrière un bureau et un ordinateur que de cultiver la terre, en fait. On en est même arrivé à, à méprimer le travail des paysans, ce qui est aberrant. Euh, et du coup, j'ai compris que c'était pas en faisant une petite randonnée euh, 15 jours pendant les vacances d'été que j'allais me reconnecter à la terre, en fait. Non. Et ce qui est intéressant dans ce concept-là, c'est pas, on n'est pas forcément obligé d'avoir une bêche dans les mains et de bêcher la terre pour se reconnecter à elle. Euh, on peut très bien le faire en conscience, en fait, tout simplement. On peut très bien le faire en conscience. On n'est pas obligé d'avoir les mains en soi dans la terre, en fait. On peut très bien, en conscience, se reconnecter à la terre, en fait. Je vous donne un exemple. Les Amérindiens, par exemple.
Eux, ils bêchent pas la Terre, mais ils sont connectés à la Terre. Ils sont connectés à la Terre. C'est incroyable. Chaque seconde qu'ils vivent, ils le vivent connectés à la Terre. Tous les soirs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils prennent leur lampe de poche, ils vont voir dans leur jardin ce qui se passe. Pourquoi faire? Pour lire les signes de la Terre. C'est-à-dire que grâce à ce qui va se passer, s'ils voient tel type d'animal passer dans leur jardin, si ils voient une étoile filante passer à un moment, un coup de vent qui fait remuer le feuillage de tel arbre, ils savent ce qu'ils doivent faire le jour après. Donc, c'est pas forcément d'avoir une bêche, le travail physique avec la terre dont on a besoin. C'est cette reconnexion, c'est cette conscience à se reconnecter au cœur de la terre, en fait. C'est ça qui est super important. Euh, je dis ça parce Je veux dire que que, c'est une forme d'écoute, ouais, de temps d'arrêt, d'écoute des signes, de ce qui se passe, de plus être quelque part dans le mental, mais d'être dans cet espace d'écoute du cœur et de ce qui se passe dans mon environnement, en fait. ouais, c'est une histoire de conscience du moment présent, déjà. Il Mm, faut être vraiment conscient du moment présent pour pouvoir lire ces signes-là, pour pouvoir ressentir, en fait, mm, euh, ce que, ce que nous enseigne la vie. Et ici sur Terre, en fait, l'enseignement se fait au travers de comment s'exprime la nature autour de nous. mm, C'est très intéressant. Euh, Par exemple, la vie m'a dit, euh, lors de ses expériences dans les étoiles, que je ne pouvais pas lire de livre, en fait. mm, Et elle m'a dit, en fait, chaque seconde est un mot, chaque minute est une phrase, chaque heure un paragraphe, chaque page une journée. Et ce livre s'appelle ta vie. mm, Si tu prends un livre quelconque et que tu l'ouvres, que tu le mets devant tes yeux comme ça, et que tu commences à lire, tu vas lire des connaissances. Mais sache qu'au même moment, derrière ce livre, donc derrière ce livre, mm, il y a les mêmes connaissances que la vie est en train de te donner avec ce qui se passe dans la nature, en fait. mm. Si on a un livre devant soi, on peut pas lire on peut pas avoir accès à cette lecture, en fait, du moment présent, de chaque seconde, chaque minute, chaque heure, à chaque journée. C'est super important. Ouais, Ça, c'est super important. c'est de quelque chose de connaissance, je dirais presque mentale, à des connaissances plus intuitives, en fait. À des connaissances, pardon. Plus intuitives. Euh, Pas forcément intuitive, hein. Mm, Il suffit de se mettre à quatre pattes devant une fourmilière mm, pour, et rien qu'avec ça, on peut déjà comprendre pas mal de choses de la vie, hein. mm, C'est très rationnel quelque part. C'est très mm, logique en fait. mm. Et c'est très L'observation, logique, hein. c'est vraiment l'observation du vivant, quoi. Mm, L'observation du vivant, l'observation des signes du vivant. mm, Euh, Rien n'est anodin. En ce moment, je parle et j'ai plein de petites libellules qui sont en train de tourner autour de moi. C'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est un signe. Euh, tout ce qui se passe, tout, le moindre coup de vent, euh, ça me rappelle un truc. Un jour, on avait fait une cérémonie avec des Amérindiens, et c'était une cérémonie qu'ils n'avaient pas fait depuis 65 ans. Donc, c'était dans un territoire amérindien qui n'a pas su forcément conserver sa langue, donc son identité, et qui est donc en recherche de retrouver cette identité-là. mm, Et pour ce faire, ils avaient invité un prêtre maya, qu'on appelle, mm, sacerdote maya, et qui était venu donc, on va dire, assister à la cérémonie. mm, Donc lui, avec ses connaissances, avec tout ça. Et ce qui m'avait vraiment, vraiment surpris, c'était un soir de pleine lune, c'est qu'au bout d'un moment, le sage qui avait donc euh, organisé cette cérémonie, qui était donc le sage de ce territoire amérindien, avec cette identité en perdition, nous avait dit, la lune va sortir dans 10 minutes derrière cette montagne, et lorsqu'elle va sortir, tel oiseau va chanter. Et c'est exactement ce qui s'est passé. mm, Il ne s'était pas trompé. C'était mm, juste presque magique pour quelqu'un qui n'était pas initié. Mais lui, il avait su bénéficier en fait de la connaissance
que ses aïeux lui avaient hérité, en fait, tout simplement, et qu'il avait pu expérimenter au travers de sa propre vie en observant ces pleines lunes sortir à ce moment-là, à cet endroit-là, et en écoutant cet oiseau chanter. Et donc, ce qui est intéressant là, c'est que les aïeux avaient pu euh, faire le lien entre cet événement-là et ce que pouvait signifier cet événement-là dans leur vie, en fait, dans leur incarnation humaine, en fait. Très intéressant. Alors, bien entendu, c'est une sagesse qui est acquise et qui s'acquiert au cours de plusieurs générations. C'est pas en une vie, on peut apprendre beaucoup de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'apprentissage que l'on recevra sera à l'image de notre niveau de conscience, en fait. Ça sera ni plus ni moins. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand, et ça, on l'a énormément perdu dans le monde occidental, c'est que quand les aïeux nous donnent toutes ces connaissances, en fait, waouh, on gagne un temps incroyable et l'évolution on va dire, de ce groupe humain est quelque part beaucoup plus cohérent et soutenu que l'évolution en dents de scie d'un monde occidental qui est coupé tout simplement ben, de la vie, parce que c'est notre terre-mère qui nous donne la vie, en fait, qui nous donne l'air pour respirer, l'eau pour boire et les aliments pour manger. C'est super important. Donc, en revenant à cette masculinité, c'est super important de pouvoir s'ancrer en conscience, en fait, à chaque instant, au cœur de la Terre. C'est très simple, en fait. On n'a pas besoin ni même de le visualiser, simplement besoin de le ressentir. On sent cet instant, en fait, dans lequel on est ancré au cœur de la Terre, en fait. Il suffit de le faire une fois par jour, et après d'être en pleine conscience, c'est-à-dire de pouvoir observer ce qui se passe autour de nous, pour recevoir les apprentissages qui sont à l'image en fait de notre niveau de conscience. Alors, je veux quand même on va dire, faire une petite parenthèse. Euh, c'est plus facile de faire ce travail-là dans la nature, avec la nature, que dans le 16e arrondissement de Paris, on va dire. Donc, ce qui est très important aussi, et ce qui est très important aussi, c'est le rôle de la femme, en fait, dans l'ancrage du masculin, en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, les femmes, en fait, elles demandent, en fait, ces masculins qui ont disparu, ces masculins qui se sont tout simplement désancrés. Elles n'ont plus cette image, parce que c'est un besoin intrinsèque pour les femmes, en fait, d'avoir cette contrepartie qui soit ancrée et qui puisse leur donner une sécurité. C'est bien dommage, parce que aujourd'hui, ce synonyme de sécurité, c'est plus un synonyme de pouvoir économique, en fait. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Intrinsèquement, ça n'a rien à voir avec ça. Intrinsèquement, ça a à voir avec l'ancrage qu'a l'homme, avec le cœur de la terre, qui va lui donner automatiquement la sécurité dont a besoin la femme, en fait. Et donc, en fait, c'est super important parce qu'aujourd'hui, les femmes, en fait, sont en demande de ces hommes-là. Donc, aujourd'hui, on a des hommes super bodybuildés, tatoués de partout, qui, en superficie, reflètent une masculinité exacerbée, mais qui, en eux, ont une masculinité hyper blessée et pas du tout assumée. Donc, c'est très important, ça c'est un conseil pour les femmes qui écouteront l'interview, de comprendre en fait que euh, autant pour l'homme que pour la femme, on a un devoir d'accompagnement, sans jugement. Ce devoir d'accompagnement et sans jugement doit se faire dans la douceur. Autant nous, en tant qu'hommes, on doit accompagner euh, la femme avec douceur, et la femme doit accompagner l'homme avec douceur, sans jugement. On n'est pas là pour se juger. On est, les deux polarités sont blessées. Les deux polarités ont besoin de se retrouver, de, de s'émanciper de ces blessures héritées de génération en génération. Aujourd'hui, notre génération, c'est la génération qui est consciente, en fait, que toutes ces générations se sont héritées des traumas. C'est la première génération qui est consciente qu'elle peut couper, avec ses héritages, on va dire nauséabonds. Et du coup, on n'a pas
on n'a pas de backup, en fait. On n'a pas comment on dit ça en français, on n'a pas on n'a pas de où pouvoir se reposer. On a plus on a plus ces générations intérieures qui peuvent nous guider par rapport à ce travail-là. Non, c'est vraiment à nous. Et pour faire ce travail-là, on n'a pas d'autre moyen que d'assumer qui nous sommes vraiment Mm. des hommes et des femmes avec des polarités féminines et masculines sacrées en soi. Donc c'est super important qu'on puisse comprendre ça, qu'on ne soit pas exigeant par rapport à l'un et à l'autre, de vouloir un masculin euh, de ce type-là et un féminin de ce type-là. On doit comprendre, on doit accepter qu'on est, qu'on est blessé, le féminin et le masculin est blessé, et au travers de ces blessures, sans tomber dans le schéma de la victime hein, ou du sauveur ou encore moins du bourreau, on doit vraiment s'accompagner en douceur pour, et sans attente, c'est très important, sans jugement, sans attente, sans expectative, on doit accompagner au travers de notre douceur ce chemin-là. C'est super important parce que pour nous, les hommes, euh, euh, ça peut être très frustrant en fait. Et c'est d'ailleurs pour moi une des preuves de cette frustration. Elle se reflète aujourd'hui dans ces corps bodybuildés et tatoués, qui est le dernier recours pour ces hommes-là d'exprimer une masculinité qui n'est pas assumée. Mais ils ont pas, aujourd'hui, ils n'ont pas trouvé d'autre moyen de pouvoir faire paraître une masculinité aux yeux de la femme, en fait. Alors que un masculin sacré, euh, Edgar Tolle, Edgar Tolle, c'est un masculin sacré. C'est une personne qui a assumé, qui assume sa masculinité sacrée. Et pourtant, il n'est pas bodybuildé, il n'est pas tatoué. Mm. C'est très important. Donc, je crois que il faut vraiment honorer au-delà de ce que nous percevons, de comment nous nous percevons, c'est-à-dire la femme et son corps, l'homme et son corps, il faut vraiment honorer la graine divine qui est en chacun de nous. Et pour ce faire, en fait, aller au-delà des apparences, en fait, et vraiment comprendre, en fait, qu'on est bien plus que ce qu'on croit être, en fait. On est vraiment des divinités incarnées qui ne sont pas encore pleinement assumées, qui ne sont pas encore pleinement, on va dire, mais justement ancrées dans la conscience de l'être humain. Mais on est vraiment sur le point de, en tout cas, c'est très intéressant. On est vraiment sur le point de pouvoir vivre en fait cet ancrage-là, en fait. Très intéressant. Wow, ça donne une vision vraiment, je sais pas, j'ai pas de mots en fait. En t'écoutant, là, il y a vraiment quelque chose qui, voilà, qui se pose, euh, ouais, c'est sortir de ses blessures et comment est-ce qu'on peut s'accompagner les uns et les autres dans la paix, dans l'amour, en avançant la main dans la main ensemble, en fait. Ouais. Et surtout sans avoir d'expectative, c'est-à-dire que, ok, je crois que l'homme aujourd'hui sait qu'il doit faire un travail avec sa masculinité. Je Mm, crois que la femme, il en est de même pour elle aussi, et sa féminité mm, sacrée, son masculin sacré, et autant pour l'homme avec son féminin sacré. Et voilà, et il y a vraiment une histoire de, oui, de compassion. C'est vraiment de la compassion. C'est même plus de, c'est au-delà de la tolérance. En fait. C'est vraiment de la compassion par rapport à un processus, en fait. À savoir que on a tous une vitesse d'apprentissage unique à l'image de notre code génétique. On est tous différents et on ne peut pas imposer euh, une vitesse d'apprentissage aux autres, en fait. La mm, seule manière de pouvoir avoir une influence sur les autres, c'est pas en essayant de les convaincre avec des arguments, sinon en étant cohérent entre ses pensées, ses paroles et ses actions. Et mm, donc, la personne en face de soi assimilera ou pas ce qui correspond à son niveau de conscience et par rapport à sa vitesse d'apprentissage, en fait. mm, C'est très, très important. mm. Très important. Donc, Comment est-ce il faut, que, ouais, vas-y. oui. Non, je dirais comment, quel conseil tu auras envie de donner aux femmes ou aux hommes pour avancer dans cette direction de manière la plus sereine possible, en fait? Est-ce qu'il y a des clés que tu auras envie de partager qui semblent être importantes pour avancer?
Mhm. Euh, le maître mot, c'est vraiment la compassion, c'est l'amour avec un grand A. Je crois alors pour vous expliquer comment j'ai assimilé ce mot-là, ce concept-là de compassion et d'amour avec un grand A, en fait, la vie m'a enseigné que il y avait deux types d'amour sur Terre, en fait. L'amour avec un grand A, que très peu de personnes expérimentent, en fait, et l'amour avec un petit A, qui est l'amour que la plupart des gens euh, expérimentent, qui est donc l'amour possessif, l'amour blessé, euh, la- l'amour jaloux, enfin voilà, l'amour euh, qui surgit au travers de la peur et non au travers de l'amour universel. Et puis après, il y a l'amour avec un grand A. Et cet amour-là, si je devrais le définir, c'est comme, en fait, je répète exactement les mots que j'ai assignés dans les étoiles, hein. C'est s'aimer soi-même avec ses propres défauts et ses propres qualités. Défauts à transmuter en qualité si possible pour ne plus avoir à se juger soi-même, en fait. Voilà, je fais une petite parenthèse et je donne toujours l'exemple de la personne, de l'homme tronc, qui n'a pas de jambes, qui n'a pas de bras, et qui donne des conférences de bien-être et de supération personnelle devant des milliers de personnes. Et, euh, et ben, tout simplement, il a réussi à transformer ce qu'on pourrait croire être un défaut dans cette société en une qualité. Et il donne tout simplement, il offre en fait tout simplement ce que peut offrir sa graine divine en fait. Donc, il est possible de le faire. Il est possible de pouvoir transmuter des défauts ou ce qu'on croit être des défauts en qualité. Euh, quand la vie m'a parlé de défauts, basiquement, elle m'a parlé des complexes en fait. Je suis trop comme ça, je suis pas assez comme ça, tatati, tatata. Il faut oublier tout ça. Il faut transcender tout ça. Il faut transcender tout ça. D'ailleurs, je pense que toutes les personnes qui croient avoir un défaut ou un complexe ont pu expérimenter une fois dans leur vie que ce qu'elles croyaient être le défaut ou le complexe n'avait pas été forcément perçu par une personne tierce, en fait. Et qu'au contraire, cette personne n'avait pas forcément pris en compte le complexe que l'on a ou le défaut qu'on croit avoir, en fait. Donc, ça prouve très bien que c'est vraiment qu'une croyance, en fait. Et que c'est pas, et que, en fait, c'est peut-être pas ce que perçoivent les gens autour de nous. Mais ce qui est très important dans ce premier paragraphe, en fait, donc, s'aimer soi-même avec ses propres défauts, ses propres qualités, des fois transmuter en qualité, c'est que ça nous amène à ne plus se juger, en fait. On arrête de se juger. On comprend qu'on est parfait. On est parfait, en fait. On est parfait à partir du moment où on accepte nos imperfections. Et à partir du moment où on rentre dans cette dynamique-là de vouloir transmuter ses défauts en qualité. Avant ça, on n'est pas parfait. Attends, alors là, j'ai euh, une petite 2 secondes. Hop, voilà. J'avais un appel qui rentrait. Donc ça, c'est très important. C'est le premier paragraphe. Euh, Accepter ses défauts et les transmuter en qualité pour ne plus avoir à se juger soi-même. C'est super important parce qu'à partir de ce moment-là, lorsqu'on ne se juge plus soi-même, en fait, on comprend que ça sert à rien de juger les autres, en fait. On comprend que chacun a ce travail à faire et que chacun a sa propre vitesse d'apprentissage pour pouvoir faire ce travail. D'où la compréhension de que ça sert à rien de vouloir convaincre les gens, en fait, et que la seule manière de pouvoir avoir une influence positive, virtueuse sur les gens, c'est avec l'exemple, en fait. Ça, c'est très important. Donc là, si on continue dans cette logique-là, ça nous ramène à la notion de détachement. Donc là, on est vraiment détaché, c'est-à-dire qu'on peut vivre une histoire de couple avec quelqu'un, mais on est complètement détaché, on n'a plus du tout aucune volonté de vouloir changer les choses ou quoi que ce soit. Non, on comprend que c'est bon, c'est OK, c'est OK, c'est OK. Si on arrive déjà à s'aimer soi-même, alors on va pouvoir aimer la relation que l'on doit vivre en fait avec cette personne-là et la personne comme elle est, sans avoir, sans avoir la volonté
de vouloir la changer, en fait. La seule chose que l'on doit avoir, en fait, c'est de l'amour. Et ça va au-delà de l'admiration que l'on peut avoir pour une personne. Ça va au-delà de euh, euh, ouais, le fait que cette personne pourrait nous paraître intelligente. Ça va au-delà de toutes ces perceptions-là. On part de la graine divine, en fait. On comprend qu'en fait, il y a un potentiel infini en chacun de nous. Et on comprend qu'en fait, notre présence aux côtés de cette personne pourrait lui permettre, je dis bien pourrait lui permettre, de faire émerger ce masculin sacré et ce féminin sacré pour que cette graine divine ait enfin le terreau suffisant pour pouvoir germer, grandir, fleurir et donner des fruits. C'est très important. Donc, je pense que le premier pas essentiel pour ça, c'est cette compassion. En général, lorsque on a besoin toujours d'approbation, lorsqu'on est en couple, en fait, si un homme ne sait pas dire à une femme qu'elle est belle, si un homme ne sait pas dire que elle est spéciale à ses yeux, c'est dur pour la femme. Alors qu'une femme qui s'assume complètement, une femme qui assoit son masculin sacré et son féminin sacré, qui s'apprécie comme elle est, qui comprend qu'elle est parfaite parce qu'elle travaille ce qu'elle croit être ses défauts pour les transmuter en qualité, elle n'a plus besoin de ce genre d'approbation. Elle est, c'est important. Et c'est la même chose pour l'homme, en fait. Très important. C'est, c'est, on va dire, relativement facile. C'est pas très compliqué. Mais encore faut-il être honnête avec soi-même, en fait, et transparent pour justement regarder ses défauts avec objectivité et faire le travail de les transmuter. Très important. Après, avec cet amour-là, avec cette compassion-là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut tout se dire. On peut tout se dire. Ce qu'on pourrait considérer euh, comme quelque chose d'ignoble à dire à quelqu'un, si c'est fait avec amour et compassion, c'est reçu. Ça peut être assimilé. Et ça peut être un service rendu. Encore faut-il avoir résolu en soi-même, en nous-mêmes, cet aspect-là que l'on voit chez la personne. Et elle nous fera un reflet de quelque chose qu'elle a pu assimiler, de quelque chose qu'elle a enfin pu ancrer en elle, sur quelque chose qu'on n'aura pas forcément assimilé nous. Et c'est comme ça qu'on s'accompagne les uns les autres, en fait. Un jour, sur tel thème, euh, ma femme est devant moi, et donc elle me tire vers le haut, et un autre jour, je suis plus en avance sur un autre thème, et je la tire vers le haut. Et comme ça, on va de la main dans la main, comme ça, sans expectative. Et si la personne n'y arrive pas à ce moment-là, il n'y a pas de frustration. Tout va bien. On respecte la vitesse d'apprentissage. Très important. Ouais, lâcher les attentes, lâcher les. Pardon? Dis lâcher les attentes par rapport à ça. Ah, complètement. Complètement. Il y a, si c'est, là, on parle du vrai amour. On parle d'un amour, on parle du vrai amour, d'un amour avec un grand A, en fait. D'un amour dans lequel il n'y a plus de peur. Plus aucune peur. Il n'y a plus la peur d'abandon, il n'y a plus la peur de rejet, il y a plus toutes ces peurs-là, en fait, qui caractérisent, qui sont en fait la base, en fait, de tous les traumas d'aujourd'hui. Il n'y a plus de peur, en fait. C'est marrant, ça paraît tellement simple quand tu l'expliques et en même temps, voilà, quand on est encore parfois dans ces schémas, etc., ouais, ça paraît une grosse marche en fait à passer, à dépasser, hein. Euh, je dirais, qu'est-ce que tu auras envie de dire et de partager justement quelque part pour donner cet élan voilà, à aller dans ce sens-là, en fait, aux personnes voilà, qui vont écouter cette vidéo, ouais, quel message tu auras envie de faire passer? Parce que quelque part, toi, tu as cheminé là-dedans, tu
expérimenté plein de choses, t'es vraiment, je dirais plutôt très avancé dans ce cheminement, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde et ça peut faire aussi, il y a quelque chose qui peut faire peur. Alors tu vas me dire, bon, bah, justement, c'est tout l'objet, c'est de lâcher la peur et de s'ancrer dans l'amour, de s'ancrer dans la terre, etc. Et ça va être une aide. Euh, ouais, qu'est-ce que tu as envie de dire à personne qui écoute? Mhm. Euh, on a un pouvoir qu'on n'utilise pas et qui est très simple en fait. Et on s'en rend pas forcément compte en fait. Mm, L'essence de chaque seconde, c'est le pouvoir de prendre une décision. mm, Et la vie, quand elle m'a donc euh, enseigné cette connaissance, pour l'assimiler, elle m'a montré quelqu'un qui était en dépression pendant 10 ans et il lui a fallu seulement une seconde pour sortir de cette dépression-là. C'est une décision. Elle a pris la décision. mm, Donc, je résumerai, enfin, mon conseil, c'est vraiment celui-ci. Il ne s'agit qu'une de, de faire, oui, d'avoir, de prendre une décision, tout simplement. mm, OK, je me juge, je ressens cette sensation de rejet, d'abandon, tatati, tatata. C'est très important de comprendre. Je ne sais pas si les gens connaissent la dynamique du triangle de Karman, c'est-à-dire le triangle du bourreau, sauveur, victime. La mm, plupart des gens sont dans ce triangle-là. mm, Tant qu'on ne sort pas de ce triangle-là, on ne sera pas objectif par rapport à la relation que l'on se doit avec nous-mêmes, en fait. Et mm, de là, avec les autres, en fait. C'est très, très, très important. Donc, ça, c'est le premier point. Sortir de ce triangle-là, en fait. Euh, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau et il n'y a pas de sauveur. mm. Vraiment pas. Chacun prend sa responsabilité quelque part. Mm, Complètement. Complètement. On peut pas rejeter la responsabilité sur les autres. On est vraiment tous l'artisan de ses propres joies et de ses propres peines. mm, On ne peut pas rejeter la responsabilité de nos peines sur les autres. C'est complètement illogique. Ce qui est très dur à accepter, quelque part, c'est que même pour des gens qui ont souffert des traumas très, très violents, comme je peux parler par exemple de violations ou de choses vraiment très violentes, hein, c'est que quelque part, euh, dans la sphère de l'âme, en fait, on avait accepté de vivre cette condition, cette expérience-là. Et ça, c'est très, très, très dur d'arriver à faire accepter ça. C'est encore une fois une décision. On se retrouve devant le fait de comprendre que notre âme acceptait cette expérience-là, soit on continue à la vivre au travers du trauma et donc du triangle de Karman, victime, bourreau, sauveur, ou soit on comprend qu'on a accepté cette condition-là dans d'autres plans existentiels. Euh, et donc, il y a un travail d'acceptation et de pardon vis-à-vis de nous-mêmes, en fait, que l'on se doit à soi-même, à l'expérience de l'âme. En fait, nous, on a, on a l'être humain a l'art et la manière de faire des détours quand le chemin est tout droit. Il mm, suffit tout simplement d'écouter cette petite voix qui nous dit tout le temps ce qui est bon à faire pour notre âme, en fait. Le seul problème, c'est que on a en nous cette polarité, comme c'est en bas, c'est en haut, comme c'est en haut, c'est en bas. En mm, haut, on a la peur et l'amour. En nous, on a l'ego et la graine divine. L'ego, lui, il va tout faire pour éviter que cette graine divine germe, parce qu'il sait qu'à partir du moment où elle germe, il est voué à sa mort. En tout cas, je mm, parle de l'ego exalté, mm, d'accord? Parce que l'ego en soi, même si on n'a pas un ego exalté, le simple fait d'être incarné ici sur Terre, c'est une projection de l'ego. L'âme en soi, dans l'univers, c'est une projection de l'ego. mm, Donc là, je parle vraiment de l'ego exalté. Donc c'est très important de comprendre que l'ego, lui, il fait tout pour éviter que cette graine divine puisse germer. mm, Le principal allié de l'ego, c'est la souffrance. mm, Donc
vu que l'ego sait qu'il existe, comme toute forme de vie, comme toute forme en soi, il a ce besoin intrinsèque de survivre, en fait, Mm. de même que la souffrance. Et l'ego et la souffrance, mais c'est un peu un couple, on va dire, pas très vertueux, Mm. qui se sont associés en sachant qu'en s'associant, elles pourraient, l'une et l'autre, se donner vie. Et donc, en fait, l'ego, lui, est toujours en train de chercher, oui, mais si tu fais ça, il pourrait se passer ça, la peur. Oui, mais si il fait ça, après, il va penser ça, la peur. Mm. Tout ça, c'est les jeux de l'ego. Donc, il faut apprendre à observer à chaque fois qu'on a des pensements, pardon, des pensées, on va dire, qui surgissent de nos peurs. Il faut apprendre à les observer avec équanimité, avec objectivité, pour s'en détacher et ne pas à vivre toutes ces peurs-là au travers des émotions qu'elles génèrent, en fait. Ça, c'est très, très important. Oui, c'est là où Très, intervient la fameuse décision dont tu parles, de dire, tac, si je prends telle décision, je peux voir, c'est une forme de prisme, de dire, bah, tiens, je peux voir la situation comme ça au travers de l'ego et de la souffrance, ou je peux la voir différemment au travers de, bah, tiens, qu'est-ce que ça vient m'enseigner en fait. Mm. complètement. Mm. Et ça, c'est vraiment... Alors, ce qui est intéressant, Euh, je connais deux outils qui me permettent de pouvoir être conscient de ce pouvoir-là et de l'utiliser. C'est la méditation, Mm. qui nous apprend à avoir de la distance entre les événements et notre réaction par rapport aux événements donnés, Mm. et la communication non violente, qui Mm. en fait de même en fait. Mm. Elle nous enseigne dans la communication générale, Mm. à avoir un certain recul avant de répondre, en fait. Mm. Donc, là, on a vraiment, Mm. dans ces deux cas, on prend le plein pouvoir de pouvoir décider de comment réagir. Ça, c'est hyper important. Mm. Hyper important. Donc, en fait, si pour répondre à ta question, il faut vraiment, 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 vraiment euh, observer tous ces stimulus que l'on reçoit pour pouvoir prendre la décision. C'est comme quand je veux prendre la décision de m'ancrer au cœur de la terre. Je Mm. prends la décision. Je ne vais pas prendre une bêche, je prends la décision. Et je le fais. Mm. C'est aussi simple que ça. En fait, on a l'impression, ici-bas, Mm. que l'on doit, que tout passe, que tout résultat passe forcément au travers d'une expérience matérielle. Alors que c'est tout le contraire, en fait. Ce, ce- ce- ce que l'on vit ne sont que des projections de ce que l'on a à l'intérieur, en fait. Donc, tout passe par la qualité de nos pensées, par la qualité de notre présence, en fait, avec soi, pour pouvoir arriver à vivre l'expérience humaine avec beaucoup plus de légèreté. Mm. Très important. Donc, ouais, si j'avais vraiment un conseil à donner, c'est celui-là, de prendre en compte et de se rendre compte qu'on a vraiment un pouvoir de super-héros, qui est le Ouais. pouvoir, justement, de décider à chaque instant ce que je veux vivre ou pas vivre, Mm. ce que je veux vivre de cette manière ou pas, Mm. si je peux dire oui ou si je peux dire non, si je peux... c'est très, très important. Et en fait, si on va par là et on regarde, si on utilise ce pouvoir de manière vertueuse, en fait, il n'y a que des choses positives. Et on peut se dire, c'est pas, on arrête de se dire, je ne veux pas vivre ça. On commence à se dire, je veux vivre ça. Mm. Et je veux vivre ça. 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 Mm. Je prends des décisions. J'arrête de me dire, je ne veux pas vivre ça. Non, tout Mm. change en fait. Tout change. Et on commence à dire, je veux vivre ça, je veux vivre ça. À cet instant-là, je veux vivre ça. Ah, regarde, il me donnait cette possibilité et cette possibilité. Je veux vivre ça. Mm. Ouais, Très, donc, très important. décision à chaque instant. Mm. Chaque instant. Mm. Ouais, je peux décider d'être dans cette graine divine et de faire pousser cette graine divine quelque part à chaque instant ou de continuer à tourner dans les jeux de Lego, quoi. Mm. Exactement. Et C'est c'est résumé. ça quelque part qui va nous amener à passer effectivement du masculin et féminin blessé au masculin et féminin sacré, finalement. Mm. Incarné. Exactement. Mm. Mm. Exactement. C'est très, très simple en fait. Mm. C'est vraiment très simple en fait. Il faut tout simplement. Alors, bien entendu, il faut savoir que euh, toutes ces programmations, Mm. c'est des programmations qui, pour la plupart, euh, sont transgénérationnelles, Mm. donc qui sont vraiment ancrées dans la croyance, en fait.
Hmm. Mais il suffit, si on regarde, on fait une corrélation entre, toutes ces générations qui se sont héritées, tous ces traumas et ces programmations euh, euh, comportementales, en fait, euh, c'est, il nous suffit d'une seconde à l'échelle cosmique pour casser court, pour couper tout ça, en fait. On Il va n'y a parler pas besoin de travailler pendant des années sur soi, c'est juste, ouais, ce que tu dis, c'est d'une instantané, décision. quoi. Oui. C'est ça, exactement. Ouais, Et de reprendre conscience de ce pouvoir créateur qu'on a à chaque instant dans notre vie, quoi, en fait. exactement. Et c'est ça le grand problème, c'est que les gens, tout le temps, ils ont tendance à croire que c'est vachement difficile, en fait. Ouais, non, ça Alors me fait il des ne frissons s'agit partout. qu'une décision. Alors, ça peut être difficile, c'est vrai, dans un premier temps, parce que justement, lui, l'ego, il est tellement à l'aise, et ça fait tellement d'années qu'il fait ses petits coups fourrés avec la souffrance et son lot de peur, que lui, pour nous, c'est presque, on a accepté en fait de vivre comme ça. Alors, il faut vraiment, avec ces deux outils-là, donc la méditation et la communication non violente, apprendre à prendre distance avec ces schémas comportementaux pour s'en détacher tout simplement. Et petit à petit, euh, ces schémas comportementaux, en fait, sont ancrés dans notre subconscient le plus profond. On n'en est pas forcément conscient. C'est presque soi-disant naturel. Non, ce sont c'est des programmations qui ont été, auxquelles on a été, avec lesquelles on a été dessiné, on va dire. Et si on a été programmé, on peut se reprogrammer. Et donc, la difficulté, c'est ce moment de transition entre une programmation et une nouvelle programmation. Petit à petit, la programmation nouvelle va commencer à prendre pied, mais dans cette période de transition, l'ancienne programmation va revenir à la charge parce qu'elle est consciente. Elle est consciente de sa propre existence et elle ne veut pas être déprogrammée. Elle veut continuer à être, à être, à avoir une action donnée sur nous. Donc, c'est très important et c'est vraiment le seul effort à faire, en fait. C'est durant cette période de transition. Une fois que cette période de transition est passée, et ça devient inné, naturel, en fait, d'observer que chaque seconde nous donne le pouvoir de pouvoir décider et donc d'ancrer ce féminin sacré et ce masculin sacré. Très important. Ah, hmm. Magnifique, hein. Magnifique ce partage. Avec plaisir. Hmm. Hmm. J'ai Avec hâte plaisir. d'avoir les retours des personnes qui vont écouter cette vidéo et comment ça va infuser, descendre et être dans la conscience, hein, quelque part. Mhm. Après, on va dire on a tous, comme je disais, une vitesse d'apprentissage différente, un niveau de conscience différent. Et, et bon, euh, je pense que c'est plus ce qu'on vit aujourd'hui en tant que génération, vraiment euh, ces âmes qui veulent se révéler, en fait, tout simplement. Aujourd'hui, il y a tout un environnement, en fait, pour l'épanouissement de la graine divine, se fait grâce à un environnement et un entourage vertueux. Et malgré tout, malgré ce que l'on vit en tant que collectif humain, euh, de plus en plus, le taux vibratoire nécessaire à l'émergence de ces graines divines et de ces âmes enfin épanouies est donné, quoi. C'est juste incroyable. C'est pas qu'au niveau planétaire, c'est au niveau universel. C'est-à-dire que il y a vraiment une volonté bien plus grande que la nôtre pour que nos âmes puissent se révéler et, et prendre le pas sur nos égaux. Hmm. Donc, c'est intéressant de savoir et de comprendre qu'on n'est pas tout seul. Que on n'est pas tout seul, on est accompagné par la vie. Et notre principal allié, pour revenir au thème principal de notre conversation,
c'est l'ancrage à la terre-mère. C'est notre principal allié. La terre-mère est notre principal allié. Et pour chacun de nous, et chacune de nous. C'est très, très important. Très important. Ouais, et puis, Très important. quelque part aussi, demander à ce que la Terre-Mère nous accompagne dans toute cette transmutation et poser cette intention-là, en fait. Ouais, elle est là pour ça, quelque part. Mais, ouais, carrément, il n'y a même pas à demander, elle est là pour ça. C'est comme les anges ou les êtres interdimensionnels qui nous accompagnent depuis toujours. Ils n'attendent que le fait que l'on accepte leur accompagnement. C'est même pas demandé. Eux, ils sont là pour ça, en fait. C'est comme par exemple, je vais donner un exemple. Ça va te sembler bizarre, hein. Mais quand j'étais petit, un jour, je parlais avec une tomate. Moi, j'ai pas mangé de fruits et de légumes jusqu'à très tard. Donc, mes premières tomates, mes premiers avocats, tout ça, je les ai mangés vers 18 ans. D'accord. Et parce qu'en fait, ben, c'est des êtres vivants. Et un jour, j'avais une conversation avec une tomate qui me disait, tu vois, Cyril, les gens, ce qu'ils font, ils font la prière quand ils vont manger, juste avant de manger. Mais en fait, ils se trompent, en fait. Parce que nous sommes des êtres vivants au service à votre service, en fait. Et si vous nous cueillez en nous demandant la permission et en nous donnant et en gratitude, et au moment de nous couper pour vous préparer à manger, nous demander de nouveau la permission en gratitude, en plus des nutriments que nous vous donnons, on va vous donner notre énergie. Et elle me montrait, de par ce fait, que la population ne se nourrissait que de nutriments. Parce qu'une fois qu'ils sont coupés et recoupés et tricoupés et super cuisinés, eh bien, ils ne peuvent plus donner de manière intentionnelle leur énergie à nos corps. Donc, ils sont vraiment voués à ce service-là, comme le sont les êtres interdimensionnels, la planète, qui n'attend que ça. À savoir que la mission de l'humanité, c'est de vivre en harmonie déjà avec soi-même. Une fois qu'on arrive à vivre, donc à ne plus se juger, cet amour dont on parlait, compassion, une fois qu'on arrive à faire ça, vivre en harmonie avec les gens qui nous entourent, avec le vivant, et une fois qu'on arrive à faire ça, le collectif, donc humain, puisse vivre en harmonie avec la Terre. À savoir que cette mission-là, c'est une mission qui est partagée aussi. C'est-à-dire que la mission de la Terre, qu'elle puisse donner l'environnement nécessaire pour que l'humanité puisse arriver à accomplir cette mission. Donc, c'est vraiment une mission partagée entre la Terre et les êtres humains. Donc, elle n'attend que ça, en fait. Y a même pas elle n'attend vraiment que ça. Elle est là pour ça. C'est pour ça que je dis que c'est notre meilleur allié, en fait. Elle est vraiment là pour ça. La vie, l'univers entier nous observe et connaît nos capacités. Et ce qui est génial dans tout ça, c'est que la lumière gagne toujours. Donc aujourd'hui, ça peut paraître compliqué, mais si on s'est incarné à cette époque-là de cette humanité, c'est qu'on a la capacité, on a les moyens de pouvoir faire le travail que les générations antérieures n'ont pas pu faire en fait. Ouais, et ce travail, entre guillemets, il passe par nous et nos décisions à chaque instant, en fait. Enfin, comment tu résumerais un petit peu tout ce que tu viens de partager quel serait je dirais, un petit peu ton message, ton message de la fin, là, qui résume un petit peu tout ce que tu viens de partager généreusement avec nous, Cyril? Mhm. Euh, Moi, je commencerai par ça. On est vraiment une poussière d'étoiles dans l'univers qui pourrait paraître insignifiante, mais cette poussière d'étoiles a autant d'importance que le tout en soi, euh, qui est lui-même dans le vide. Ça, c'est très important. Donc, cette humilité par rapport à notre existence, en fait. Et, et ça, c'est pour nous ramener à la conscience, en fait, euh, déjà d'être en gratitude avec nos aïeux. Ça, c'est très important aussi.
d'être en gratitude avec nous-mêmes, parce qu'on a quand même décidé de s'incarner dans une époque charnière et très, très, très compliquée, mais on a encore les capacités de pouvoir surmonter cette époque-là et se rendre compte qu'en fait, on est vraiment, euh, c'est un peu réducteur dans le monde matériel, mais un peu une pierre à l'édifice. Euh, et on est, euh, le travail que l'on fait d'émancipation par rapport à ces programmations transgénérationnelles, c'est pour le bien-être de nos enfants, de nos petits-enfants et de nos petits-petits-enfants qui eux-mêmes arriveront à transcender avec aise tous ces petits problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui dans cette génération. Donc c'est vraiment ça et voilà, je pense qu'il faut se détacher et puis surtout comprendre que on a la capacité de pouvoir aller au-delà de tout ce qui pourrait paraître compliqué à surmonter, compliqué à, à assimiler en fait. C'est très important pour moi ce chapitre masculin sacré, féminin sacré n'est qu'un chapitre. Ouais, on en est là aujourd'hui dans l'humanité on est dans cette transition, ce passage et la reconnaissance de oui, de notre graine divine, comme tu disais tout à l'heure, en fait, chez l'homme, Oui, chez la femme. je vais aller devoir connecter mon téléphone pour terminer la... Mm. Ouais, et donc je dirais pour rappeler aussi ce que tu partageais au début, voilà, l'ancrage qui est quand même une condition sine qua non pour transcender tout ça, quoi. Mais la condition sine qua non, c'est de sortir du triangle de Karman. Ça, c'est la première condition. Et la seconde, commencer à pouvoir s'aimer comme on est, en fait, avec ses propres défauts, ses propres qualités. Mm. Défauts à transmettre en qualité si possible, Mm. pour ne plus avoir à se juger. Ça, ce sont vraiment les conditions sine qua non, là, Mm. aujourd'hui, là, maintenant. Mm. Voilà. Et après, Mm. je pense que, après, il n'y a pas de. J'ai envie de prendre un dernier exemple, en fait. Euh, Ici au Costa Rica, nous, avec la famille cosmique, on appelle ça, pas forcément la famille charnelle. Euh, on a tous reçu nos enfants à la maison. Donc, j'ai moi-même, il y a 22 ans, pris un cours de doula pour recevoir mes enfants. Et, des fois, il arrive que une maman n'arrive pas tout simplement à accoucher à la maison. Et en général, ça pourrait, pour plusieurs facteurs, termine à l'hôpital et donne vie au travers d'une césarienne. Mm. Et ça donne lieu en général à une certaine culpabilité. Voilà, j'ai pas été assez forte ou voilà, ça remet en question beaucoup de choses. Euh, Surtout, éviter de se juger. Mm. Tout est parfait, mais vraiment tout est parfait. Tout a une réponse, tout a une cause en fait. Et on n'est pas moins ni plus en fait. On continue à expérimenter et surtout à, je pense qu'il faut vraiment, vraiment apprendre à prendre de la distance par rapport à tous ces événements pour éviter de tomber dans le piège du jugement, en fait, tout simplement. Donc je dis ça parce que aujourd'hui, peut-être qu'il y a des gens qui pourraient nous écouter et qui disent, ouais, mais c'est génial tout ce qu'il dit, mais je me sens pas du tout, du tout, du tout capable de même de la dixième part de ce qui est partagé. C'est pas du tout un problème en fait. En Mm. fait, avec 1%, c'est juste déjà génial. Mm. C'est juste extraordinaire en fait. C'est Mm. juste, juste un petit pourcent. Mm. C'est par exemple aujourd'hui, moi je médite et il y a une personne qui est avec moi et moi j'ai médité très très tôt ce matin, vers 3h30 du matin. Et donc j'ai pas assisté à la méditation que l'on a plus ou moins le petit euh, train qu'on avait établi cette semaine de méditer à 7 heures du matin. Donc, je n'apparais pas à 7 heures du matin et je me dis à moi-même, ça serait juste génial que cette personne qui vient d'être initiée à la méditation prenne l'initiative de
de méditer, même si je ne suis pas présent, en fait. Et en sortant de ma femme, en fait, elle me dit, j'ai médité une demi-heure. Et là, elle me dit, oui, mais c'est qu'une demi-heure. En ayant un peu ce sentiment de culpabilité de ne pas avoir médité une heure complète, en fait. Mais je dis, mais 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, Mm. c'est vachement plus important l'initiative en soi Mm. que le temps passé à méditer. Mm. Alors en plus, tu as médité une demi-heure, c'est juste génial. Mm. Voilà, ça c'est, je crois, un peu le mot de la fin de notre Ouais, conversation, ouais, quoi. d'arrêter de culpabiliser, de jamais être à la hauteur, de pas en faire assez, Ouais, Ouais, je pense que ça ouais, va parler à beaucoup de gens, moi compris. ouais, super important. Bon, bah, écoute, Cyril, un immense merci pour tous tes partages, pour tous ces éclairages, pour je dirais, cette sagesse qui est là et qui émane de cet échange et de tout ce que tu as partagé. Je sens ô combien c'est à la fois simple et puissant. Oui, c'est exactement ça. La vie est aussi simple que le regard d'un enfant euh, qu'il a sur la vie, en fait. C'est très, très simple, en fait. Oui, et puis toi, tu en es un super exemple parce que voilà, de par ton expérience et tu as accédé à des connaissances, des expériences petites en fait, hein, et, euh, et avec toute cette innocence en fait, c'est ça qui est génial. C'est génial. Bon, Oui, un immense merci et puis n'hésitez pas si voilà, vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à partager cette vidéo à un maximum de monde. Et si vous avez des questions pour Cyril, voilà, n'hésitez pas que avec plaisir. l'échange puisse continuer et perdurer. Voilà. Avec plaisir. Merci Cyril, un immense merci. Au Ah, revoir. merci à toi, Virginie. Bonne journée.